Chapitre 31. Le lendemain, je me réveillai complètement guérie. Je pensais qu'un bain me serait très salutaire et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous. Je revins déjeuner avec un bel appétit. Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu, il avait de l'eau et du feu à sa disposition, de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire. Au dessert, il nous servit quelques tasses de café et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster. Maintenant, dit mon oncle, voici l'heure de la marée, et il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène. Comment la marée, m'écriai-je. Sans doute, l'influence de la lune et du soleil se fait sentir jusqu'ici. Pourquoi pas? Les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle? Cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale. Aussi, malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à la surface, tu vas la voir se soulever comme l'Atlantique lui-même. En ce moment, nous foulions le sable du rivage. Et les vagues gagnaient peu à peu la grève. Voilà bien le flot qui commence, m'écriai-je. Oui, Axel, et d'après ces relais d'écume, tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ. C'est merveilleux. Non, c'est naturel. Vous avez beau dire, mon oncle, tout cela me paraît extraordinaire et c'est à peine, si je ne crois, mes yeux, qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable, avec ses flux et ses reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes. Pourquoi pas? Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose? Je n'en vois pas, du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale. Donc jusqu'ici, la théorie de Davy se trouve justifiée? Évidemment, et dès lors rien ne contredit l'existence de mers ou de contrées à l'intérieur du globe, sans doute mais inhabitées. Bon, pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue? En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul jusqu'ici. Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires. Nous essayerons, Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles. Mais où sommes-nous? Mon oncle, car je ne vous ai point encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû vous répondre. Horizontalement, à 350 lieues de l'Islande. Tout autant? Je suis sûre de ne pas me tromper de 500 toises. Et la boussole indique toujours le sud-est? Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés et 42 minutes, comme sur Terre absolument. Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin. Et lequel? C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle, comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève au contraire. Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus? Précisément, et il est probable que si nous arrivions vers les régions polaires, vers ce 70e degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement. Donc ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur. En effet, voilà un fait que la science n'a pas soupçonné. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre car elles mènent à peu à la vérité. Et à quelle profondeur sommes-nous? À une profondeur de 35 lieues. Ainsi, dis-je en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous, et là, les monts grimpiants élèvent à une prodigieuse hauteur leurs cimes couvertes de neige. Oui, répondit le professeur en riant. C'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide, et le grand architecte de l'univers l'a construite de bons matériaux, et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée. Que sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales auprès de cette nef d'un rayon de 3 lieues, sous laquelle un océan et ses tempêtes peuvent se développer à l'oreille. Oh, je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets? Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe? Retourner, par exemple. Continuer notre voyage, au contraire, puisque tout a si bien marché jusqu'ici. Cependant, je ne vois pas comment nous pénétrerons sous cette plaine liquide. Oh, je ne prétends point, mais
précipiter la tête la première. Mais si les océans ne sont à proprement parler que des lacs, puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison, cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique. Cela n'est pas douteux. Et bien sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan? 30 ou 40 lieues. Ah, fis-je, tout en imaginant que cette estime pouvait bien être inexacte. Ainsi, nous n'avons pas de temps à perdre, et dès demain, nous prendrons la mer. Involontairement, je cherchais des yeux le navire qui devait nous transporter. Ah, dis-je, nous nous embarquerons. Bien. Et sur quel bâtiment prendrons-nous passage? Ce ne sera pas sur un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau. Un radeau? M'écriai-je. Un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire, et je ne vois pas. Tu ne vois pas, Axel, mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. Entendre? Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'œuvre. Et construire un radeau? Oui. Comment? Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache? Oh, les arbres étaient tous abattus. Tout abattus. Viens et tu le verras à l'ouvrage. Après un quart d'heure de marche de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus Hans au travail, quelques pas encore, et je fus près de lui. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres d'un bois particulier à un grand nombre de madriers, de courbes, de couples de toute espèce, jonchaient littéralement le sol. Il y avait là de quoi construire une marine entière. Mon oncle, m'écriai-je, quel est ce bois? C'est du pin, du sapin, du bouleau, toutes les espèces des conifères du Nord, minéralisées sous l'action des eaux de la mer. Est-il possible? C'est ce qu'on appelle du Surtarbrandur ou bois fossile. Mais alors, comme les lignites, il doit avoir la durée de la pierre et il ne pourra flotter. Quelquefois, cela arrive, il y a ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile. Regarde plutôt, ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ces précieuses épaves. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations. « Es-tu convaincu? Dit mon oncle. « Convaincu surtout que cela n'est pas croyable. » Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé. Il avait 10 pieds de long sur 5 de large. Les poutres de Surtarbrandur, reliées entre elles par des fortes cordes, offraient une surface solide et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lidenbrock. Chapitre 32. Le 13 août, on se réveilla du bon matin. Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant. Un mât fit de 2 bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième, une voile empruntée à nos couvertures composait le gréement du radeau. Les cordes ne manquaient pas, le tout était solide. À 6 heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce recueillie dans des rochers se trouvaient en place. Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Il se mit à la barre. Je détachai la mare qui nous retenait au rivage. La voile fut orientée et nous débordâmes rapidement. Au moment de quitter le petit port, mon oncle, qui tenait à sa nomenclature géographique, voulut lui donner un nom, le mien, entre autres. Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer. Lequel? Le nom de Groben. Port Groben, cela fera très bien sur la carte. Va pour Port Groben. Et voilà comment le souvenir de ma chère Virlandaise se rattacha à notre aventureuse expédition. La brise soufflait du nord-est. Nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et glissaient sur la voile comme un puissant ventilateur. Au bout d'une heure, mon oncle avait pu estimer assez exactement notre vitesse. Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins 30 lieues
par 24 heures. Et nous ne tarderons pas à reconnaître les rivages opposés. Je ne répondis pas et j'allais prendre place à l'avant du radeau. Déjà, la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon. Les deux bras du rivage s'ouvraient largement comme pour faciliter notre départ. Devant mes yeux s'étendait une mer immense. De grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre, qui semblait peser sur cette eau morne. Les rayons argentés de la lumière électrique réfléchis çà et là par quelques gouttelettes faisaient éclore des points lumineux dans les remous de l'embarcation. Bientôt toute terre fut perdue de vue. Tout point de repère disparut sans le sillage écumeux du radeau. J'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité. Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. Je connaissais la puissance végétative de ces plantes, qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond des mers, se reproduisent sous des pressions de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires. Mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lidenbrock. Notre radeau longea des fucus longs de 3 et 4 000 pieds, immenses serpents qui se développaient lors de la portée de la vue. Je m'amusais à suivre du regard leur ruban infini, croyant toujours atteindre à l'extrémité. Et pendant des heures entières, ma patience était trompée, sinon mon étonnement. Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes? Et quel devait être l'aspect de la terre au premier siècle de sa formation, quand, sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface. Le soir arriva, et ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution. C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter. Après le souper, je m'étendis au pied du mât et je ne tardai pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries. Hans, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau, qui d'ailleurs poussait vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé. Depuis notre départ de Port Gruben, le professeur Lidenbrock m'avait chargé de tenir le journal de bord, de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants, la direction du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation. Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements afin de donner un récit plus exact de notre traversée. Vendredi 14 août, brise égale du nord-ouest, le radeau marche avec rapidité et en ligne droite. La côte reste à 30 lieues sous le vent. Rien à l'horizon, l'intensité de la lumière ne varie pas. Beau temps, c'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une atmosphère blanche comme serait de l'argent en fusion. Thermomètre plus 32 degrés. À midi, Hans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde. Il amorce avec un petit morceau de viande et le jette à la mer. Pendant 2 heures, il ne prend rien. Ces eaux sont donc inhabitées. Non, une secousse se produit. Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat vigoureusement. Un poisson, s'écrie mon oncle. C'est un esturgeon, m'écriai-je à mon tour à un esturgeon de petite taille. Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion. Ce poisson a la tête plate, arrondie, et la partie intérieure du corps couverte de plaques osseuses. Sa bouche est privée de dents. Des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvu de queue. Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé les sturgeons, mais ils ne diffèrent pas des côtés assez essentiels. Mon oncle ne s'y trompe pas, car après un assez court examen, il dit « Ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles et dont on retrouve seulement les traces fossiles dans le terrain dévonien. » Comment, dis-je, nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants de mer primitive? Oui, répondit le professeur en continuant ses observations, et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles. Or, tenir un de ces êtres vivants, c'est un véritable bonheur de naturaliste.
Mais à quelle famille appartient-il? À l'ordre des ganoïdes, famille des céphalaspides, eh bien, genre des ptéryctis. J'en jugerai. Mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Lesquels? Il est aveugle. Aveugle? Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument. Je regarde, rien n'est plus vrai. Mais ce peut être un cas particulier. La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer. Cet océan à coup sûr est fort et poissonneux, car en 2 heures nous prenons une grande quantité de ptéryctis, ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte, les diptérides, mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre. Tous sont dépourvus de l'organe de la vue. Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions. Ainsi donc, cela paraît constant. Cette mer ne renferme que des espèces fossiles, dans lesquelles les poissons, comme les reptiles, sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne. Peut-être reconnaîtrons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec un bout d'ossement ou de cartilage. Je prends la lunette et j'examine la mer. Elle est déserte. Sans doute nous sommes encore trop rapprochés des côtes. Je regarde dans les airs. Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel Cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques? Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture. J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités, comme les rivages. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé. Je crois voir à la surface des eaux ces énormes chersites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants. Sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours. Le leptotherium, trouvé dans les cavernes du Brésil, le Méricotherium, venu de régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme Lophiodon, ce tapir gigantesque se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l'Anoplotherium. Animal étrange qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau, comme si le Créateur, trop pressé aux premières heures du monde, eût réuni plusieurs animaux en un seul. Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le mégatherium, arc-bouté sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho de granit sonore. Plus haut, le protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues. Plus haut encore, le ptérodactyle, à la main ailée, glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé. Enfin, dans les dernières couches, des oiseaux immenses, plus puissants que le casoar, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et vont donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire. Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés. Les mammifères disparaissent, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés, les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la terre se résume en moi, et mon cœur est seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de climat. La chaleur propre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radio. La végétation s'exagère. Je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pas incertain les marnes irisées et les grès bigarrés du sol. Je m'appuie au tronc des conifères immenses. Je me couche à l'ombre des sphénophiles, des astéophiles et des lycopodes hauts de 100 pieds. Les siècles s'écoulent comme les jours. Je remonte la série de transformations terrestres.
Les plantes disparaissent, les roches gigantesques perdent leur pureté. L'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense. Les eaux courent à la surface du globe, elles bouillonnent, elles se volatilisent. Les vapeurs enveloppent la Terre, qui peu à peu ne forme plus qu'une masse gazeuse, portée au rouge blanc, grosse comme le soleil, brillante comme lui. Au centre de cette nébuleuse 14 ou 100 000 fois plus considérable que ce globe qu'elle va former un jour, je suis entraîné dans les espaces planétaires. Mon corps se subtilise, se sublime à son tour et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée. Quel rêve! Où m'emporte-t-il? Ma main fiévreuse en jette sur le papier les étranges détails. J'ai tout oublié, le professeur et le guide et le radeau. Une hallucination s'est emparée de mon esprit. Qu'as-tu? Dit mon oncle. Mes yeux, tout ouverts, se fixent sur lui sans le voir. Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer. En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans. Sans lui, sous l'empire de mon rêve, je me précipitais dans les flots. Est-ce qu'il devient fou? S'écrie le professeur. Qu'y a-t-il? Dis-je enfin, revenant à moi. Es-tu malade? Non, j'ai eu un moment d'hallucination, mais il est passé. Tout va bien d'ailleurs? Oui, bonne brise, belle mer. Nous filons rapidement, et si mon estime ne m'a pas trompé, nous ne pouvons tarder à atterrir. À ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon, mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne des nuages. Chapitre 33. Samedi 15 août. La mer conserve sa monotone uniformité. Nulle terre n'est en vue. L'horizon paraît excessivement reculé. J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve. Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur. Il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité. Je remarque que le professeur Lidenbrock tend à redevenir l'homme impatient du passé. Je consigne le fait sur mon journal. Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelques étincelles d'humanité. Mais depuis ma guérison, la nature a repris le dessus. Et cependant, pourquoi s'emporter? Le voyage ne s'accomplit-il pas dans les circonstances les plus favorables? Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité? Vous semblez inquiet, mon oncle? Dis-je en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux. Inquiet? Non. Impatient alors? On le serait à moins. Cependant, nous marchons avec une vitesse. Que m'importe? Ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande. Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une trentaine de lieues la longueur de cet océan souterrain. Or, nous avons déjà parcouru un chemin 3 fois plus long et les rivages du sud n'apparaissent pas encore. Nous ne descendons pas, reprend le professeur. Tout cela est du temps perdu. Et en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. Il appelle cette traversée une partie de bateau, et cette mer un étang. Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par Saknussemm, c'est la question. Avons-nous suivi cette route? Saknussemm a-t-il rencontré cette étendue d'eau? L'a-t-il traversée? Ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés? En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici. Ce spectacle est magnifique et il ne s'agit pas de voir, je me suis proposé un but et je veux l'atteindre. Ainsi ne me parle pas d'admirer. Je me le tiens pour dit et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience. À 6 heures du soir, Hans réclame sa paie et ses 3 riksdals lui sont comptés. Dimanche 16 août. Rien de nouveau, même temps. Le vent a une légère tendance à fraîchir. En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière. Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'étendre. Il n'en est rien. L'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée, ou même de l'Atlantique. Pourquoi pas? Mon oncle sonde à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de 200 brasses. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde.
Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées. On dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre deux corps durs. Je regarde le chasseur. Tender, dit-il. Je ne comprends pas. Je me tourne vers mon oncle qui est entièrement absorbé dans ses réflexions. Je ne me soucie pas de le déranger. Je reviens vers l'Islandais. Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée. Des dents, dis-je avec stupéfaction en considérant plus attentivement la barre de fer. Oui, ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal. Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse. Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agite sous la couche profonde des eaux, plus vorace que le squale, plus redoutable que la baleine? Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi rongée. Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité? Ces pensées m'agitent pendant tout le jour, et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures. Lundi 17 août, je cherche à me rappeler les instants particuliers, ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire, qui succèdent aux mollusques, aux crustacés et aux poissons précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe. Le monde appartenait alors aux reptiles. Ces monstres régnaient à 1 mètre dans les mers jurassiques. Note de bas de page. Mers de la période secondaire qui ont formé les terrains dont se composent les montagnes du Jura. La nature leur avait accordé la plus complète organisation. Quelle gigantesque structure, quelle force prodigieuse. Les sauriens actuels alligators aux crocodiles, les plus gros et les plus redoutables ne sont que des réductions affaiblies de leurs pères des premiers âges. Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres. Nul œil humain ne les a vus vivants. Ils apparurent sur la terre 1000 siècles avant l'homme. Mais leurs ossements fossiles retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment l'Olia ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation. J'ai vu au muséum de Hambourg le squelette de l'un de ces sauriens qui mesurait 30 pieds de longueur. Suis-je donc destiné, moi, habitant de la terre, à me trouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne? Non, c'est impossible. Cependant, la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer et à leur empreinte, je reconnais qu'elles sont coniques comme celles du crocodile. Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer. Je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines. Je suppose que le professeur Lidenbrock partage mes idées, sinon mes craintes, car après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard. Au diable, dis-je à moi-même, cette idée qu'il a eue de sonder. Il a troublé quelque animal dans sa retraite, et si nous ne sommes pas attaqués en route? Je jette un coup d'œil sur les armes, et je m'assure qu'elles sont en bon état. Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste. Déjà de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées. Le danger est proche, il faut veiller. Mardi 18 août. Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières, car la nuit manque à cet océan et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguons sous le soleil des mers arctiques. Hans est à la barre. Pendant son quart, je m'endors. 2 heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à 20 toises de là. Qui est-il? S'écrie mon oncle. Avons-nous touché? Hans montre du doigt, à une distance de 200 toises, une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et je m'écrie. C'est un marsouin colossal. Oui, réplique mon oncle. Et voilà maintenant, un lézard de mer d'une grosseur peu commune. Et plus loin, un crocodile monstrueux. Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée? Ah, il disparaît. Une baleine, s'écrie alors le professeur. J'aperçois ses nageoires énormes. Vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évins.
En effet, deux colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent, afin de fuir ce voisinage dangereux, mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables. Une tortue large de 40 pieds, un serpent long de 30, qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir. Ces reptiles s'approchent. Ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler. Ils tracent autour de lui des cercles concentriques. J'ai pris ma carabine, mais quel effet peut produire une balle sur des écailles dont le corps de ces animaux est recouvert? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent. D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent. Le reste du troupeau marin est disparu. Je vais faire feu. Hans m'arrête d'un signe. Les deux monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à 100 toises du radeau. Nous voyons distinctement les deux monstres aux prises. Mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue. À chaque instant, je les entrevois. Je les montre à l'Islandais. Celui-ci remue la tête négativement. « Toi, dit-il. Quoi, deux ? Il prétend que deux animaux seulement. Il a raison, s'écrie mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux. Par exemple, oui, le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile, et voilà ce qui nous a trompés. C'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l'Ichthyosaurus. Et l'autre ? L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier, le Plesiosaurus. Hans a dit vrai. Deux monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer, et j'ai devant les yeux deux reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme. La nature a la douée d'un appareil d'optique d'une extrême puissance et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qu'il habite. On l'a justement nommé la baleine des sauriens, car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds, et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme, et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182. Le Plesiosaurus, serpent à tronc cylindrique à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace et son cou flexible comme celui du cygne se dresse à 30 pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides qui refluent jusqu'au radeau. 20 fois nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les deux bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. 1 heure, 2 heures se passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'Ichthyosaurus et le Plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom au sein des flots. Plusieurs minutes s'écoulent. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer ? Tout à coup, une tête énorme s'élance au dehors, la tête du Plesiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace, seulement son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable. Elle nous aveugle. Mais bientôt, l'agonie du reptile touche à sa fin. Ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent et ce long tronçon de serpent s'éteint comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'Ichthyosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine? Ou va-t-il réapparaître à la surface de la mer?